Bonsoir à toutes et à tous. Un gros merci d'être avec nous ce soir pour cette 10e édition des Conférences de Lumière qui est organisée par l'Association des Lumières françaises. Donc, que vous soyez bien évidemment étudiant, jeune appro, actif dans une asso, simplement curieux de mieux comprendre les enjeux de notre société, donc vous êtes au bon endroit. Soyez le bienvenu à tous. Donc, je vais juste mettre comme ça, mute, et je continuerai. Donc, qui sommes-nous? Qui est l'Association de Lumière Française? Voilà, je vais faire une petite présentation oralement pour les personnes qui ne connaissent pas l'Association de Lumière Française. C'est une association de loi 1901 qui est indépendante, apolitique, qui est ouverte à tous, qui s'engage aussi pour faire vivre les valeurs universelles qui nous rassemblent, qui est l'égalité, fraternité, liberté, bien évidemment. On agit surtout pour promouvoir la culture et l'art, encourager plutôt l'engagement citoyen et valoriser l'innovation, l'excellence et bien sûr accompagner la jeunesse dans leurs objectifs personnels et professionnels, la jeunesse française bien évidemment. Donc notre mission, c'est remettre la réflexion, l'action collective au cœur de notre société tout en restant connecté aux réalités du terrain. Donc les conférences des Lumières, c'est quoi? C'est un cycle de rencontres en ligne qui met en lumière ceux qui agissent pour faire bouger les choses, c'est-à-dire des choses autour de l'emploi, l'écologie, l'éducation, l'innovation sociale, l'engagement citoyen, comme j'ai dit, parmi les objectifs de la société. Et ce soir, c'est une édition un peu spéciale puisque nous fêtons ensemble la 10e conférence. Il y avait 10 conférences pour les personnes qui veulent suivre les autres conférences. Ils sont publiés sur notre page YouTube, pardon, pour notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Donc, merci à vous tous de faire vivre cette aventure avec autant d'enthousiasme et d'énergie. Et je remercie les membres de l'association qui nous suivent, que ce soit sur Facebook ou sur notre Zoom pour les personnes qui veulent voilà, poser les questions et qui veulent participer avec nous. N'hésitez pas à cliquer sur votre lien Zoom qu'on vous a envoyé par mail. Donc, le sujet de ce soir, c'est jeunesse et emploi, un engagement du terrain. On le sait tous. L'insertion des professionnels des jeunes, ce n'est pas simple. Il y a le décrochage, il y a le manque de réseau, il y a l'accès compliqué au premier emploi. Il y a beaucoup de freins, mais heureusement, je dis heureusement, sur le terrain, il y a des hommes, il y a des femmes qui se mobilisent chaque jour pour ouvrir les portes à cette jeunesse. Et ce soir, on reçoit l'un de ces visages engagés dans la société, la sphère publique. Donc, j'ai le plaisir, le grand plaisir de vous présenter Monsieur Jérémy Chamaillou, qui est un conseiller emploi jeune au sein du département du Nord en France, où il accompagne les jeunes dans leur parcours vers peut-être l'autonomie française. Et aussi, ce n'est pas tout, il est aussi membre du Conseil du développement de la métropole européenne des Lilles et s'investit à fond dans le monde associatif avec une vraie, je dirais, une vraie sensibilité du mentorat, de l'accès emploi. Et pour ne rien, bien évidemment, ne rien gâcher, c'est Jérémy aussi un membre actif de la Jeune Chambre économique française et ancien président de la GCF à Lille. Donc, bref, c'est un acteur de terrain, à la fois proche des jeunes et connecté aux institutions. Et ce qui nous intéresse, c'est quelqu'un du terrain qui a accepté ce soir de nous partager ses constats, ses expériences et surtout ses pistes d'action pour la jeunesse qui nous suivent via Facebook ou via nos réseaux sociaux. Donc, Jérémy, un grand merci d'avoir répondu présent. Donc, je vous invite toutes et tous à poser vos questions, bien évidemment, que ce soit oralement pour les personnes qui peuvent, ou même dans le chat tout au long de son intervention. On prendra bien évidemment un moment à la fin pour échanger ensemble et pour poser la question, si vous voulez juste poser la question par écrit, que ce soit sur Zoom, pour les personnes qui sont sur Facebook, bien évidemment, vous pouvez aussi poser votre question. Donc, Jérémy, la scène virtuelle est à toi. Merci, merci infiniment Anouar pour cette présentation presque détaillée, presque très détaillée. Merci à vous d'être là ce soir. Nous avons un décalage. Merci d'avoir patienté ces quelques minutes. Alors, comme l'a dit Anouar, on découpera, si vous le souhaitez, 15 minutes au maximum mon intervention, puisque je pense que ce sera déjà très bien 15 minutes, et 15 minutes ou un petit peu plus si ça déborde pour d'éventuelles questions.
Alors, oui, ma casquette professionnelle. Donc, conseiller en insertion professionnelle au département du Nord. Alors, je suis très heureux de vous en parler puisque c'est l'objet de ce soir. Il a été également ici évoqué mes engagements bénévoles associatifs. Et je vais ici vous faire plutôt un retour d'expérience. Un retour d'expérience puisque j'ai travaillé, je le mets bien au passé, au département du Nord. J'ai, et j'en suis très heureux, quitté mes fonctions vendredi dernier. Donc ici, je vais vous raconter un peu, à la manière d'une histoire, comment j'ai vécu ça, avec évidemment des hauts et évidemment avec des bas. Alors ma formation, je suis à l'origine professeur de français. J'ai fait des études dans ce sens. J'ai travaillé en collège, j'ai travaillé en lycée, d'abord dans le sud-est de la France, ensuite dans la région Hauts-de-France, Académie d'Amiens, puis l'Académie de Lille. Je me suis ensuite tourné vers la formation pour adultes. Je faisais des remises à niveau en français, en mathématiques, en informatique. Et ensuite, j'ai fait ce très beau métier de conseiller en insertion, d'abord dans une association, il y a déjà 4 ans et demi, et pendant 3 ans et demi au département du Nord. Donc ma première expérience dans l'insertion professionnelle, j'accompagnais un public adulte, et mon expérience très récente au département du Nord, j'accompagnais un public jeune de 16 à 29 ans. Alors pourquoi ce public ? Premièrement, puisque le département du Nord avait répondu à un appel à projet dans le cadre du Fonds social européen. Et cet appel à projet concernait les 16-29 ans. Ce public est très regardé en Europe. Évidemment, c'est un public qui concentre dans beaucoup de pays des inégalités et concentre aussi des difficultés. Le choix du département du Nord, c'est de répondre à cet appel à projet et de faire vivre justement cet accompagnement auprès des jeunes. J'ai donc accompagné, alors je vais essayer de vulgariser, j'avais environ 50 personnes que je devais accompagner avec un rythme régulier, à savoir les voir à minima chacune une fois toutes les 2 semaines. En présentiel, ça pouvait être aussi en visio, ça pouvait être également par téléphone. Évidemment, s'il y avait un besoin, ils pouvaient me contacter sans attendre le rendez-vous. Et donc à chaque fin de rendez-vous, à chaque issue de rendez-vous, un prochain rendez-vous était prévu. Bien évidemment, il y a des aléas, autant pour ces jeunes-là que pour moi. Ça peut être des raisons professionnelles ou des raisons personnelles, des absences. Donc il y a quand même ce lien à entretenir, ce lien de confiance qui, à mon sens, est le noyau vers lequel ensuite on établit avec le jeune des avancées, parfois des pauses, puis après on repart. La richesse de ce métier, c'est la diversité des publics. Donc 16-29 ans, c'est bien l'âge des personnes que j'accompagnais dans le cadre du Fonds social européen. 16-29 ans, donc il y avait des personnes diplômées, des personnes non diplômées, des personnes avec des situations sociales plus aisées, beaucoup moins aisées, des situations sociales difficiles, moins difficiles. Donc il y avait une variété des publics assez intéressante. J'ajouterai également qu'au département du Nord, il y a 7 territoires et je travaillais sur le territoire de Roubaix-Tourcoing, dans un territoire qui, aujourd'hui encore, en France, comporte beaucoup de différences et également un taux de pauvreté élevé dans certains quartiers parmi les plus élevés de France. Ces jeunes-là, on pouvait évidemment les accompagner, et je les accompagnais en individuel, en rendez-vous en tête-à-tête régulier. On les accompagnait également dans le cadre d'un accompagnement collectif avec des ateliers. Donc le CV, je pouvais le travailler s'il y avait une demande. Autrement, je faisais le choix de le faire travailler en atelier collectif pour que ces jeunes aient des retours en direct de jeunes et de moins jeunes par des pairs, je trouve, et je trouvais ça beaucoup plus pertinent, même si le regard d'un professionnel peut être aussi complémentaire. Donc ces ateliers, ça peut être du CV, ça peut être
des ateliers de confiance en soi, ça peut être des ateliers réseau, comment faire du réseau, comme il a été dit par Anouar, quand on est jeune diplômé ou quand on est peu diplômé, comment accéder à sortir de sa zone de confort, sortir de sa bulle pour avancer. Parfois, quand on est en perte de confiance ou quand on a très peu de confiance, comment aller au-devant des recruteurs, des employeurs. Ça peut être aussi travailler la gestion du stress. C'est un atelier que j'appréciais beaucoup. Je leur en parlais puisque je n'assurais pas ces ateliers, c'est bien une collègue à moi qui les animait, à la fois pour, comme vous l'avez entendu, avoir animé quelques ateliers par le passé dans ma vie de formateur, c'est des ateliers que je pouvais faire. Et effectivement, les ayant déjà fait dans ma vie antérieure professionnelle, je savais vers quoi je les dirigeais. Et aussi au département, donc ça c'est ma casquette accompagnement et c'est bien de ça dont il s'agit ce soir. J'étais facilitateur en intelligence collective, donc j'accompagnais des agents sur d'autres services dans l'intelligence collective. Alors pour le dire très vite, c'est mettre autour de la table des personnes qui se connaissent. Et par exemple, si je prends le service juridique, vous voyez, ça n'a rien à voir avec ce que je faisais au quotidien. C'est ces personnes-là arriver à ce qu'ils trouvent des solutions par l'usage d'outils de l'intelligence collective pour les faire avancer. Donc comme j'utilisais ça dans mes missions annexes au département, je trouvais ça utile également de pouvoir l'utiliser dans mes missions de tous les jours dans l'accompagnement. Ce qui fait que je crois, et je crois toujours profondément dans cet accompagnement-là, à ce que j'aimais faire au quotidien, et alors nous, on s'appelait des coachs, on s'appelle toujours des coachs au département, je préfère plutôt le terme de conseiller emploi, je le trouve beaucoup plus direct, ou en tout cas beaucoup plus pertinent, en parlant du sens. Je pense que le réseau, c'est vraiment la clé d'entrée pour ces jeunes et ces moins jeunes, pour pouvoir justement rencontrer des professionnels. Déjà, quand ils ont une méconnaissance des métiers, savoir vers où aller, savoir se confronter à tiens, je vais être pilote de ligne, je prends ce métier-là volontairement, tiens, je vais être garagiste, j'ai cette représentation mentale du métier, est-ce que en allant me confronter, ça correspond à ma représentation, ou est-ce que finalement ma représentation va être battue en brèche et je vais voir que finalement non, c'est pas ça, donc ça ne m'intéresse plus. Et à la fois, que ce soit oui ou que ce soit non, le jeune, ici en l'occurrence, voilà, peut se faire une idée plus pertinente. Donc je crois profondément aux enquêtes métiers. Donc ces enquêtes métiers, idéalement les jeunes vont à la recherche des professionnels. Pour certains jeunes, c'est compliqué, donc on va travailler comment je vais approcher ces professionnels, comment je vais les solliciter de la manière la plus intelligente possible, la plus pertinente. Et pour certains, pour certaines, j'aimais bien les mettre en réseau, les mettre en relation. Alors, pour ma part, ça pouvait être des professionnels que je connaissais, comme des professionnels que je ne connaissais pas, et de leur montrer à ma manière comment je faisais, et ensuite d'utiliser leur propre manière pour entrer en contact avec les personnes, que ce soit un oui ou que ce soit un non, en tous les cas d'obtenir une réponse. Ça, donc en France, je l'appelle l'immersion, on utilise notre terme, la PMSMP, donc la période de mise en situation en milieu professionnel. Donc rapidement, c'est comme un stage de troisième en version adulte, je caricature, mais c'est un peu l'idée, c'est vraiment se faire en confrontation, en ayant du vécu professionnel, ça peut être un jour, 2 jours, une semaine. Généralement, on conseille 1 à 2 semaines pour vraiment voir le métier. Donc ça, c'est sur la partie partenariat, ça peut être cette mise en réseau-là, ça peut être participer à des réunions. Donc les réunions, ça peut être des réunions emploi. Au sein du département, des collègues organiser ces réunions emploi avec des métiers en tension. Alors les métiers en tension, ça peut être dans le bâtiment, ça peut être, et je parle ici bien de notre secteur à Roubaix-Tourcoing, chaque endroit en France a des métiers en tension différents, mais généralement le monde du bâtiment en France reste quand même un métier en tension, avec bien évidemment beaucoup de branches. Donc les métiers du bâtiment, les métiers de la propreté sont des secteurs sur lesquels nous, au département, on a fait le choix d'aller pour faire des réunions avec des professionnels. Et rapidement, voilà, on peut savoir, ils peuvent savoir s'il y a des choses à travailler, si l'entretien s'est bien passé.
Donc ça, c'est en prise directe avec la réalité. Il y a aussi, j'y crois beaucoup, au volet de l'insertion. Donc il y a des professionnels, il y a l'emploi classique que nous connaissons tous, et il y a ce qu'on appelle les métiers de l'inclusion. Donc c'est des employeurs qui ont fait le choix d'aller dans ces métiers. Ça peut être toujours la propreté, ça peut être toujours le bâtiment, ça peut être autre chose, mais des métiers où on va les rendre plus accessibles en disant, ben, moi je mets des critères. Et un grand critère chez nous, alors je l'évoque toujours à la fin, puisque pour ma part, c'était notre porte d'entrée au département, puisque le département est chef de file de l'action sociale. Donc, on a cette compétence-là au niveau public. Et donc, pour pouvoir être accompagné au département, en plus du fameux FSE pour nous les jeunes, c'était d'avoir le RSA. Donc, dès lors qu'on a le RSA dans chaque département de France, on est identifié. Et ensuite, soit le département du Nord a fait le choix d'accompagner, soit ça peut être France Travail, soit ça peut être d'autres structures. Mais en tous les cas, l'accompagnement à ces jeunes se fait. Et en ayant identifié qu'ils ont le RSA, on identifie aussi des partenaires potentiels dans la mise à l'emploi de ces personnes. Je parlais de l'inclusion qui est pour moi un formidable levier pour les accompagner, puisque dès lors qu'ils acceptent et qu'ils sont recrutés dans ces métiers de l'inclusion, ils ont une partie travail et une partie insertion professionnelle, où là, les jeunes sont accompagnés, ne sont pas directement lancés dans le monde professionnel sans être suivis. Donc, pour moi, c'est aussi un levier que les métiers de l'inclusion. Ensuite, pour ce qui est toujours des jeunes, je parlais des événements, des moments, c'est de pouvoir les faire sortir de leur zone de confort. Chez nous, on a fait le choix de parler culture, de penser culture. Alors, pour certains jeunes, c'est des choses qu'ils font au quotidien, c'est-à-dire d'aller dans des lieux de culture. Pour d'autres, c'est moins le cas. Donc, je prends un exemple récent. À Tourcoing, où je travaillais, il y a à proximité un jardin botanique. Jardin botanique, alors ça parle à certains, ça ne parle pas à d'autres, mais en tous les cas, certains ont la curiosité de venir pour voir les métiers autour de ce monde du jardin botanique. Donc, bien évidemment, on peut penser un peu plus loin à l'agriculture, mais on peut tout de suite penser au métier du jardinage paysagiste. Et évidemment, toujours sur cette thématique réseau, ça permet de faire du lien avec ces professionnels, qui ces professionnels connaissent d'autres professionnels. Je peux penser également à des endroits de culture. Il y a le Grand Mix à Tourcoing, il y a l'Opéra de Lille qui est en partenariat avec le département du Nord, il y a le Théâtre du Nord qui va l'être prochainement. Donc, il y a tous ces endroits auxquels on ne pense pas au premier abord sur la thématique de l'emploi qui, pour moi, est connexe. C'est-à-dire que c'est des lieux de culture ou des lieux de sport. Le sport aussi, c'est un vecteur assez formidable. On le partage à peu près tous, la culture ou le sport, je dis on le partage à peu près tous, c'est-à-dire on a une appétence plus ou moins prononcée vers ces domaines-là, mais dans ces domaines-là, il y a beaucoup de personnes qui y vont, de métiers divers, de métiers différents, et ici, on peut, dans ce domaine-là, rencontrer des personnes qu'on ne rencontrerait pas ailleurs. Donc pour ces jeunes, c'est assez formidable de les acculturer, ou sinon de développer leur culture là-dessus pour pouvoir les faire avancer sur ces domaines connexes. Ensuite, puisque le temps passe et je tiendrai parole sur les 15 minutes pour ne pas être trop long, il y a voilà, une diversité de publics. Ici, moi, je parle seulement des jeunes, mais accompagner des personnes plus âgées, ça reste de l'accompagnement et c'est de l'accompagnement. Et chaque personne accompagne à sa manière. Moi, je vous ai parlé rapidement de mon parcours professionnel, puisque évidemment, j'ai cette coloration qui fait que je suis fortement influencé inconsciemment et consciemment par les métiers que je faisais avant. C'est dans ma manière de faire, dans ma manière de réfléchir. Et pour moi, je considère que la réflexion est importante, que l'action est bien évidemment importante, mais je mets toujours une sorte de stratégie, ou en tout cas une sorte de fonctionnement d'étape, d'y aller étape par étape, comme pour faire un cours, que ce soit de français, de mathématiques ou autre, il y a des étapes. Avant d'arriver à la fin, il y a un début. Je parlerai d'introduction si je parlais en français. Donc, l'insertion professionnelle est évidemment très importante pour les jeunes et pour les moins jeunes.
Nous sommes tous différents et ça, c'est une richesse. C'est ensuite de voir comment, en fonction du jeune que nous avons en face, on s'adapte à lui, puisque évidemment, il n'aura pas besoin des mêmes choses, il n'aura pas les mêmes demandes. Et c'est surtout d'arriver effectivement à chaque fois s'adapter, chaque fois proposer. C'est en tout cas comme ça que je considère ce métier, c'est d'être dans la proposition, être évidemment dans la réaction, puisque c'est bien ce jeune-là qui a soit des idées, soit a des idées floues, mais à construire un projet professionnel, d'aller ensemble vers son but. Ça peut être plusieurs buts, il y a plusieurs métiers, mais en tout cas, étape par étape, d'avancer pour, par la formation, puisque la formation est un levier également pour atteindre un métier. Mais en tout cas, en quelques mots, je parlais d'immersion professionnelle, je parle de projet professionnel, je parle de formation. Pour moi, ce sont les piliers dans nos métiers. Bien évidemment, j'ai moins parlé de l'équipe, mais évidemment que l'équipe dans laquelle nous travaillons nous donne des pistes, puisqu'on a souvent des cas similaires, ou en tout cas des demandes similaires ou des demandes différentes, mais c'est s'enrichir de l'expérience des autres et des demandes qu'ont eu les autres pour se dire, tiens, X m'a dit qu'il y avait ça, j'y avais pas pensé, peut-être que pour mon jeune, ça pourrait être intéressant. Donc, être dans la proposition et aussi autonomiser le jeune, c'est une manière, je pense, d'être utile et pertinent et de répondre aux besoins des jeunes en recherche. Voilà. J'ai dépassé d'1 ou 2 minutes. Je vous remercie. Prends ton temps, Jérémy, si tu souhaites. Il n'y a pas de problème. Tu peux continuer si tu souhaites. Je peux continuer, mais je ne veux pas être trop long. Donc, voilà, je vous laisse poser des questions. Je pense que ce sera peut-être différent, intéressant. Oui, il n'y a pas de problème. En tout cas, merci Jérémy pour cette prise de parole, à la fois lucide et pleine d'énergie positive. Merci. C'est vrai que tu nous as partagé des réalités de terrain, des idées concrètes et surtout comment s'engager sincèrement au service de la jeunesse. Et c'est vraiment précieux d'avoir ce type sincèrement de témoignage aujourd'hui. Ça, on en a besoin. Donc voilà, aussi je donne la parole aux participants qui veulent interagir avec Jérémy. Mais évidemment, bien sûr, si certains d'entre vous souhaitent poser la question en direct, n'hésitez pas à lever la main via l'option réaction de Zoom, la petite icône avec la main jaune en bas de votre écran. On activera, bien évidemment, vous activez le micro avec plaisir et vous posez la question directement. Aussi, si vous souhaitez, vous pouvez la poser au niveau du chat Zoom. Comme ça, je pourrai la poser directement à Jérémy. Donc, voilà, j'ai une première question, Jérémy, de Rabia, qui dit que y a-t-il des secteurs en forte demande, mais encore peu connus ou inexplorés par les jeunes? Peu exploré par les jeunes. Voilà. Rabia, Noir, merci. Merci pour la question. Alors, je pense que comme c'est dans le chat, je vais aller dans le chat, comme ça je vais au mieux cibler la question. Alors, forte demande, mais encore peu connu ou peu exploré par les jeunes. Les secteurs en forte demande. Alors, si j'ai parlé du bâtiment, c'était bien sûr volontaire. Alors, je parle bien des gens que j'ai accompagnés, des personnes que j'ai accompagnées, et c'est mon expérience qui vaut ce qu'elle vaut. Hein. Je ne généralise pas. Je pense que dans les métiers du bâtiment, il y a effectivement une forte demande concernant les employeurs, alors que ce soit des jeunes ou des moins jeunes. Et il y a une difficulté à recruter. Ensuite, puisque la région Hauts-de-France, comme les autres régions, ont la compétence de la formation, ils financent, comme France Travail peut le faire, comme des organismes peuvent le faire, des formations. Et dans les formations qui régulièrement chaque année reviennent, dans les métiers du transport. Dans les métiers du transport, notamment conducteur de camion, alors que ce soit au niveau national ou étranger, ou à l'étranger, à l'international, il y a effectivement une forte demande des entreprises. Et comme on ne forme pas suffisamment, je parle pour la région de France, de conducteurs, eh bien, il y a beaucoup de financement à ces formations-là.
Ensuite, il est vrai que sur le site de la région, je ferai cette réponse puisque je ne pourrais pas être exhaustif et je le regrette, mais sur le site de la région des Hauts-de-France, on a accès facilement, comme j'imagine sur les autres sites des régions, aux formations financées. Donc je renverrai sur chacune des régions pour voir par le biais des formations financées quel secteur, en plus des deux que je viens de citer, pourrait, pourrait justement avoir une forte demande. Puisqu'évidemment, la question, là, je retombe là-dessus, peu connue ou peu explorée par les jeunes. Donc effectivement, peu connue ou peu explorée. Je pense que le monde du bâtiment est connu par les jeunes et à la fois peu exploré par les jeunes, puisque le monde du bâtiment est éminemment vaste. Il y a plein de métiers dedans. Ça peut aller de la promotion immobilière à travailler de manière manuelle comme maçon. Alors là, on est dans deux métiers totalement différents, mais à la fois, on est dans l'immobilier. Oui, voilà, je terminerai par ça. Ça marche, merci Jérémy. Donc là, une deuxième question par Amanallah. C'est ça, Amanallah, tu veux poser une question, c'est ça? J'ai Oui, vu ta main, la main jaune, la main dorée. Vas-y. merci. Merci, Monsieur Jérémy, pour cette présentation. J'avais une question par rapport quelles sont les principales donc, blocages par rapport aux jeunes pour intégrer au marché du travail. Surtout, est-ce que c'est un problème dans leur formation ou bien c'est un problème avec les entreprises qui ne trouvent pas les jeunes ou elles préfèrent des gens qui sont plus expérimentés et qui savent bien travailler dès le premier jour? Et ou bien c'est un problème, par exemple, de relation entre, par exemple, maintenant il y a l'évolution des plateformes de recrutement et tout ça, peut-être les jeunes ne se retrouvent plus dans ces plateformes de recrutement. Et donc, voilà. Et je vous remercie une autre fois. Merci pour votre question. Alors, vaste question. Vaste question. D'une part, et encore une fois, c'est ce que je pense, et ça n'implique donc que moi, les entreprises ont des attentes. C'est bien normal d'avoir des attentes. Quand je parle d'entreprise, je pense aussi à des recruteurs, ça peut être aussi la fonction publique, et des jeunes, alors, diplômés, moins diplômés ou pas diplômés, ont aussi des attentes. Donc, déjà, d'une part, il faut que ça coïncide. Parmi les jeunes que j'ai accompagnés, parfois, ça ne coïncide pas. C'est-à-dire qu'il y a une mauvaise représentation des recruteurs, comme il y a une mauvaise représentation des jeunes. Et c'est d'arriver, alors l'un et l'autre, mais nous, on travaille en direct avec les jeunes. Donc, c'est dire aux jeunes, de leur faire prendre en considération que leurs attentes, parfois, sont peut-être trop élevées, parfois, d'arriver un petit peu à mieux exprimer, mieux s'exprimer sur ces attentes et aller vers, par exemple, si je prends voilà, quelque chose de concret, le métier de maçon, il y a une représentation mentale du jeune, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Après, notamment le permis de conduire, ça reste, dans certains métiers, une clé pour l'emploi. Pour le métier de maçon, ça reste une clé importante. C'est pour des jeunes qui n'ont pas le permis de conduire, voilà, pour certains, ils se disent que je n'ai pas le permis, mais à la fois, soit on peut m'amener sur mon lieu de travail, soit quand je travaillerai, eh bien, je pourrai être pris en charge par un collègue, une collègue. Bon, c'est d'arriver à leur faire prendre conscience que ça peut être possible, mais à la fois, l'autonomie, c'est aussi se rendre, d'aller jusqu'à cette autonomie. Donc, peut-être que le projet professionnel de maçon, s'il demande, les entreprises certaines exigent le permis de conduire, peut-être que d'autres ne l'exigent pas. Ne l'exigent pas en tout cas au tout début. Mais il y aura une sorte de négociation avec l'employeur de dire, bon, je n'ai pas le permis de conduire aujourd'hui, à la fois je suis très motivé par ce métier, puisque j'ai ces expériences-là, puisque j'ai cette formation-là, ou bien puisque je suis très motivé et que j'ai fait des immersions professionnelles, et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de découvrir et de faire. Donc,
Ça, c'est pour moi, dans la négociation, ça entre en ligne de compte. Ensuite, oui, il existe des plateformes de recrutement. Elles sont nombreuses. Souvent, les jeunes me parlent de Indeed. Donc, on y trouve évidemment beaucoup d'annonces. Et ensuite, quand les jeunes y répondent, j'ai parmi les personnes que j'ai accompagnées, ceux qui tous les jours y vont et qui, voilà, par dizaines, par vingtaines tous les jours, sans se souvenir des annonces auxquelles ils ont répondu, et d'autres qui ciblaient davantage en se disant, mais moi j'ai tel projet professionnel, donc je ne vais pas candidater à 10 ou 20 offres dans des domaines très différents, je me contente, parce que c'est là où je veux aller, de ce et ces projets professionnels. C'est là où l'importance pour moi est de travailler dès le début avec le jeune sur la relation de confiance, qui pour moi est vraiment le noyau, et avec cette relation de confiance, d'aller vers 1, 2, 3 peut-être projets professionnels, mais en tout cas de ne pas aller vers trop de projets professionnels. Et évidemment, la situation du jeune, s'il y a une urgence à travailler, ce qui revenait assez régulièrement de certains jeunes, oui, il y a une urgence à travailler, à la fois si cette urgence c'est de prendre un poste, puis au bout de quelques jours arrêter, puisque ça ne convient ni aux recruteurs ni aux jeunes, finalement l'urgence elle est gâchée par une autre urgence derrière de retrouver un autre emploi. Donc c'est vraiment pour moi d'aller creuser, d'aller s'interroger avec le jeune sur le projet professionnel pour ensuite sur ces plateformes-là de recrutement être assuré, être aligné avec son projet professionnel pour pouvoir proposer ses services en sachant ce qu'on peut proposer. Évidemment aussi, et c'est important pour moi, savoir ce qu'on ne peut pas proposer. Donc ce qu'on ne peut pas proposer, on ne va pas le dire, mais on l'aura dans un coin de sa tête pour être le mieux préparé déjà quand on va candidater et dans un second temps quand on sera reçu à l'entretien. Alors, pour terminer ma réponse, qui est partielle, les jeunes que j'accompagne, c'est vraiment dans ce territoire de Roubaix-Tourcoing. Et ces jeunes, si je prends à Bordeaux, voilà, je prends une grande ville à Bordeaux, évidemment, il y aura d'autres données qui vont entrer en compte que moi je ne connais pas, puisque Bordeaux, je n'y travaille pas, mais voilà, d'autres données. Et ces jeunes qui travaillent ou qui veulent travailler à Roubaix-Tourcoing, il y a aussi, pour certains, cette envie de rester à proximité, soit de leur ville, soit de leur zone d'habitation, et de ne pas justement, pour certains, prendre les transports, parce que prendre les transports, soit ils n'en ont pas envie, soit ça leur fait peur, soit ils ont l'habitude de la voiture. Donc, arriver à déconstruire l'usage obligatoire pour certains de la voiture, ils ne veulent qu'utiliser la voiture, d'accord. Certains ne veulent travailler qu'à proximité immédiate de chez eux. Donc, il y a des freins, et le frein de la mobilité est un frein qui revient souvent. Donc souvent, on dit que oui, ils n'ont pas le permis. Pour certains, ne pas avoir le permis, c'est rédhibitoire, ça veut dire ça va être difficile de trouver un travail. Alors, oui, c'est un blocage, mais ce n'est pas le blocage, à mon sens, le plus brutal dans la recherche d'emploi. C'est un blocage. À la fois, comme tout blocage, il y a des moyens de les contourner. Et ici, je fais référence pour le permis. Il y a beaucoup d'aides qui sont apportées par les mairies, beaucoup d'aides qui peuvent être apportées par les régions ou par des structures sociales. Donc, le permis, oui, peut être un blocage. Il y a des solutions et il y a des métiers qui, notamment nous qui habitons dans une métropole, la métropole européenne de Lille, il y a des transports. Donc, il y a des solutions. Je crois toujours et je croirai toujours qu'il y a toujours des solutions. Effectivement, s'il y a des difficultés, c'est de toujours trouver comment on va aller au-dessus de ces difficultés. Et c'est aussi et surtout d'identifier lors des rendez-vous. Le premier rendez-vous est quand même assez important dans la création du lien de confiance, mais aussi de bien analyser les besoins du jeune, les leviers de blocage, pourquoi ça ne fonctionne pas avec tel ou tel recruteur. Parfois, on ne sait pas tout. Il y a ça aussi, le jeune ne nous dit pas tout. Acceptons-le. C'est comme ça. On n'est pas dans la tête du jeune, on est simplement, et c'est déjà beaucoup, en appui du jeune. Il y a des choses qu'il va vouloir nous confier, d'autres qu'il ne voudra pas nous confier. Voilà, pour moi, c'est voilà, de pouvoir lui créer des opportunités, de lui en apporter, et aussi
dès lors que on le met dans une sorte de situation d'opportunité, dans une situation d'aller vers ce que le jeune a envie, ensuite, ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne moins, c'est qu'il y a des raisons et d'arriver à identifier ces blocages. Et il y a évidemment beaucoup de blocages qui reviennent, notamment la mobilité. Après, il y a parfois des blocages qui sont beaucoup plus personnels et propres à la situation du jeune. Merci Jérémy pour ta réponse. Merci aussi Merci Amanallah. beaucoup. Merci Amanallah. Donc Jérémy, j'ai une question de Anoujan. Si désolé si je n'ai pas très bien prononcé, Anoujan Tavaraza. Bonjour Jérémy, merci pour cette belle présentation. J'ai une question à vous poser s'il vous plaît. Quel impact les refus répétés peuvent-ils avoir sur le moral d'un étudiant en recherche d'emploi? Alors, sur le moral d'un étudiant. Alors là, je vais répondre évidemment et je préciserai que je n'accompagnais pas d'étudiants, puisque nous, on accompagnait des personnes en recherche d'emploi. Alors oui, les étudiants peuvent rechercher un emploi, bien évidemment. Nous, comme on avait le critère d'accompagner des jeunes avec l'aide RSA, on n'accompagnait pas les étudiants, puisque les étudiants, par définition, n'ont pas le droit au RSA. Bon, en tout cas, je vais réagir. Donc un étudiant, j'imagine, comme un jeune en recherche d'emploi, bien sûr, des refus, ça peut être des non, ça peut être des non-réponses. Déjà, d'arriver à faire entendre, à dire aux jeunes, vous avez eu des réponses négatives. Alors, c'est jamais agréable d'avoir un non dans tous les domaines, mais c'est déjà une réponse. D'avoir des non-réponses, une absence de réponse, c'est aussi une sorte de déception. Alors, c'est de travailler là-dessus avec le jeune. C'est de se dire, bon, vous avez eu des non, vous avez eu des non-réponses, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu des non ou des non-réponses? Donc, travailler un petit peu le CV notamment, la lettre de motivation. C'est les 2 points d'entrée dans une candidature. Après, les refus répétés, évidemment, et je l'imagine bien, ça peut, au bout d'un moment, avoir une conséquence au niveau personnel, psychologique, ça peut être la perte de confiance en soi. C'est pour ça que je parlais moi de travailler un accompagnement en individuel, mais également et surtout en complément travailler avec d'autres personnes en recherche d'emploi dans le cadre d'ateliers. J'en suis convaincu, les deux, d'accompagner le jeune en individuel, d'accompagner le jeune en collectif, ont des effets bénéfiques. Justement, de se dire qu'entre jeunes, ils partagent des difficultés, parfois d'autres difficultés qu'ils n'ont pas, mais c'est de voir qu'ensemble, effectivement, ah tiens, tu as eu ça, tiens, tu as eu ça. Dès lors, à mon sens, qu'ils sont dans la même situation de recherche d'emploi, évidemment, les conseils entre pairs peuvent être plus entendus, puisqu'ils sont confrontés à des situations qui peuvent se répéter, comme le moral, et aussi se soutenir. D'avoir des refus ou des non-réponses, évidemment, ça ne fait pas plaisir. Donc, le soutien, en quelque sorte, des proches, le soutien du groupe en recherche d'emploi m'apparaît ici important. Ensuite, un autre impact, et ça encore, ça dépend de chacun, de chacune, ça peut être la lassitude, de se dire, bon, on me dit non, pourquoi continuerai-je? Et je suis incompris, je suis incomprise. Enfin, voilà, ça peut être aussi être dans le refus soi-même. Je refuse, je suis lassé de ça, de toujours avoir un non. Et ça peut être de la déception, de baisser les bras. Et
le conseiller, pour moi, est là aussi pour soutenir le jeune dans ses déceptions, comme dans ses réussites d'ailleurs, quand il est accepté. Et parmi les partenaires que nous avons, et auxquels surtout le jeune peut faire face, moi je prenais le parti d'accompagner sur le professionnel. Le jeune, si il a envie de parler de sa vie personnelle, je l'écoute évidemment. S'il n'en a pas envie ou s'il ne le verbalise pas, je ne lui pose pas de questions. À la fois, je peux et je lui propose que la réponse soit oui ou que la réponse soit non, je lui propose, quand ça me paraît pertinent, de lui dire, mais écoutez, parfois vous avez eu beaucoup de non, je vois que ça vous affecte personnellement, je vois que ça vous affecte dans vos recherches, vous avez plus envie, vous avez moins envie qu'avant. Qu'est-ce que vous en pensez si vous êtes accompagné par une psychologue, où là, vous allez pouvoir dire ce que vous avez à dire d'ordre personnel et ça restera entre vous, puisque je pense que dès lors qu'on se sent bien dans sa vie personnelle, on se sent bien dans sa vie professionnelle et inversement. Les deux sont liés. Et pour être suffisamment armé, suffisamment en forme pour faire une recherche d'emploi, c'est un métier à plein temps de rechercher un emploi, il m'apparaît indispensable d'être bien dans ses baskets et d'être, quand c'est nécessaire, accompagné par un professionnel de santé, un psychologue. Merci Jérémy, merci aussi à nous Jean. J'ai une autre question, Jérémy de Lazare. Bonsoir Jérémy, merci pour cette présentation. Est-ce que vous ciblez uniquement les secteurs locaux en France ou vous intervenez-vous aussi à l'international? Si oui, dans quelle région? Alors, merci, je vais prendre la première question. Alors, donc je rappelle notre contexte. Département du Nord, on est environ 2,5 millions d'habitants, soit le département le plus peuplé en France. Dans ce département, il y a un taux de bénéficiaires du RSA élevé. Et le choix du département, depuis quelques années, c'est d'accompagner les jeunes et les moins jeunes dans la recherche d'emploi. Si le jeune veut travailler en France, dans le département sur le territoire du Nord, à Lille, à Dunkerque, à Valenciennes, très bien. S'il veut aller travailler à Bordeaux, très bien aussi. Nous avons la Belgique à proximité. S'il veut travailler en Belgique, très bien. Moi, je me rappelais d'une jeune qui ne voulait travailler qu'en Angleterre. C'était son souhait, son désir. Très bien. À la fois, si elle veut travailler qu'en Angleterre, il y a quand même des étapes, comme je disais au début, à avoir. Si vous voulez travailler en Angleterre, d'accord, pourquoi, comment vous y prenez-vous et comment allons-y ensemble, comment allons-nous faire. Voilà, nous, notre contexte, c'est effectivement, on est bien plus en lien avec les personnes, les partenaires qui habitent ou travaillent dans le département du Nord, donc c'est évidemment plus aisé de faire du lien parmi les personnes avec qui on travaille régulièrement. Ensuite, s'il s'agit d'aller travailler à l'international, pourquoi pas. Il y a des associations, il y a des structures qui accompagnent pour aller travailler à l'international. Je pense notamment à France Travail, donc notre structure en France qui a un secteur international. Et vous pouvez aller chercher, ça s'appelle EURES. EURES, c'est une plateforme sur Internet où vous pouvez avoir des contacts partout en France pour être accompagné. Si vous voulez travailler, alors je pense au Mozambique, mais ça peut être le Brésil, ça peut être tous les pays du monde. Et vous tapez EURES et vous avez un conseiller, une conseillère qui pourra, dans ce pays-là, vous renseigner sur à la fois les conditions de vie, les conditions de travail, et voilà, vous donner déjà, dégrossir un petit peu le pays si vous ne le connaissez pas, quelles sont les différences culturelles assez notables, notamment les conditions de travail différentes de la France. Alors, pour répondre à la deuxième question, ciblez-vous également les secteurs de l'intelligence artificielle et de la transition énergétique dans le cadre de l'accompagnement des jeunes? Bien évidemment. Encore une fois, on s'adapte à la demande des jeunes. Comment les intégrez-vous dans vos actions? Alors, l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup et c'est très bien depuis finalement quelques années. Allez, je dirais 2 ans, je vais me risquer à ça. Nous, au département du Nord,
On en est au début. On en est au début. Donc, on n'a pas encore pleinement intégré. On en parle. C'est souvent les jeunes qui, comme ils sont très avancés ou en tout cas très force de proposition, nous proposent des choses, on les écoute et après on voit comment on peut les intégrer. Mais pour l'instant, c'est toujours en réflexion de notre côté pour voir comment on va emmener les jeunes qui veulent y aller ou vers l'intelligence artificielle. Merci Jérémy. Il y a aussi une question de Rabia. Il a dit que mon neveu a fait une formation ambulancier et pourtant il a obtenu son diplôme et pourtant il ne reçoit aucune offre ou il n'a pas eu d'offre. Voilà. Ok, Et ben, très bien, un merci pour conseil, je pense. Voilà. ouais. Merci pour la question. Alors, une formation ambulancier. Alors oui, le métier d'ambulancier en France est encadré. Donc, comme d'autres métiers, il est nécessaire de faire une formation particulière. Donc, je lis et j'entends bien qu'effectivement, il a fait cette formation. Alors, il a donc son diplôme, donc il a le prérequis, les prérequis. Il ne reçoit aucune offre. Alors, oui, le métier d'ambulancier, je l'ignore. Hein, je me dis, alors peut-être est-ce que c'est un métier demandé? Oui. Peut-être est-ce que c'est un métier moins demandé? Peut-être. En tous les cas, on est dans les métiers de la santé. Je parlais, et j'y crois toujours, et j'y croirai toujours aux immersions. Donc lui, il sait qu'il veut le faire. Donc il n'y a pas besoin d'immersion, mais en tout cas, il y a besoin de réseau là. Il y a besoin d'aller vers telle entreprise. Des entreprises d'ambulanciers, il en existe. Et il en existe beaucoup. C'est d'être vraiment à l'affût de ce qu'on appelle le réseau caché. Donc les offres d'emploi sont disponibles sur Internet, mais la plupart des offres d'emploi sont ce qu'on appelle dans le réseau caché, des offres que vous ne voyez pas, que vous ne verrez pas écrites. Ça peut être du bouche à oreille de manière traditionnelle, mais ça peut être des offres qui, par exemple, vous avez une personne qui est absente 1 ou 2 semaines. Au niveau des ressources humaines, ils ne vont pas prendre le temps, parce que c'est une volonté, hein, d'écrire une offre. Ils vont dire, ben, tiens, toi qui travailles ici, est-ce que tu n'as pas quelqu'un dans ton entourage qui pourrait convenir pour remplacer 1 ou 2 semaines? Donc ça évite aux ressources humaines d'écrire une offre et ça permet d'aller au plus vite pour remplacer la personne absente. Donc, j'imagine que s'il ne reçoit aucune offre, c'est que c'est certainement peut-être un métier très demandé. C'est donc d'aller au-devant des entreprises. C'est donc, alors ça peut être des candidatures spontanées, bien sûr, d'écrire et de cibler, il y a 50 entreprises d'ambulanciers, je vais écrire 50 entreprises d'ambulanciers. Très bien. Ensuite, se déplacer dans certains secteurs, j'imagine dans celui-là en particulier, ça peut être intéressant d'y aller directement et voir à rencontrer déjà au moins les ambulanciers, idéalement un responsable ou le directeur, en tout cas quelqu'un qui peut directement, parce qu'il connaît la structure et son organisation, connaît les équipes, savoir s'il y a des personnes absentes ou des postes vacants, des postes à pourvoir. Voilà, chaque métier a ses particularités et a son mode de fonctionnement, son mode de recrutement. Pour le métier d'ambulancier, j'imagine que s'il a fait cette formation, il a été dans un groupe, à un moment, un groupe d'élèves, un groupe d'anciens élèves, voir qui a été diplômé parmi ceux-là et qui travaille depuis. Voilà. Garder le lien aussi à l'issue d'une formation est très, très important. On utilise le mot réseau, mais c'est le faire vivre également, voir comment on peut ensuite avoir des opportunités par ce biais-là. Voilà, quelques éléments. C'est super. Merci Jérémy. C'est très très intéressant tous ces conseils. Merci encore. Voilà une dernière peut-être question de ma part. Si, je ne sais pas il y en a d'autres personnes qui veulent poser des questions, mais vu que c'est 20h30, peut-être que je vais poser la dernière question, à part si quelqu'un veut poser une autre question. Donc, de ma part, Jérémy, c'est que je sais que tu es très engagé dans le monde associatif. Bon,
Selon toi, en quoi l'engagement associatif ou l'engagement bénévole, ou bon, l'engagement associatif peut-il vraiment aider un jeune à s'insérer professionnellement? Est-ce que ça peut être un tremplin concret pour lui vers l'emploi? Est-ce que peut-être un vrai plus sur son CV? Voilà, comment l'engagement social peut-il aider un jeune pour l'insertion professionnelle? Merci pour ta question. Alors, l'engagement associatif, l'engagement bénévole, ou en tout cas l'engagement, j'y crois beaucoup. J'y crois beaucoup puisque il permet à des jeunes et à des moins jeunes de sortir de sa zone de confort, de rencontrer des personnes qu'il ou elle ne rencontrerait pas dans la vie de tous les jours, des profils différents, des âges différents, de pouvoir faire notamment du transgénérationnel. Et quand on fait du bénévolat, on y va parce que ça peut être un club de sport. J'aime bien sport, je vais faire ce sport-là. Tiens, moi je suis très sensible à la cause des personnes qui sont dans la rue et qui malheureusement n'ont pas les moyens de manger, donc je vais aller faire des maraudes. Je prends un autre exemple encore. Tiens, la création d'entreprise, ça m'intéresse, j'y connais pas grand-chose. Pourtant, il y a des associations qui font ça. Tiens, je vais aller là, comme ça, je vais pouvoir voir comment fonctionne la création d'entreprise, qu'est-ce que ça veut dire. Enfin, voilà, on va dans une association évidemment parce qu'on en a envie, c'est du bénévolat, donc ça, c'est quand même un facteur important. On y va aussi parce qu'on connaît quelqu'un et ce quelqu'un, ben, il nous emmène, pourquoi pas. En tous les cas, quand on est dans une association, on fait, on apprend, on monte en compétences. Il y a des associations qui proposent des formations en interne pour justement permettre à ses adhérents d'être meilleurs en tout cas dans l'association, mais souvent aussi meilleurs dans la vie professionnelle et meilleurs dans la vie personnelle. Je dis ça puisqu'une association, alors on parle beaucoup de compétences quand on candidate à des offres d'emploi, à la fois on parle de ce mot, les fameuses soft skills, la manière de faire, la manière d'être, plutôt la manière d'être. Donc oui, ça c'est des choses qui se mettent de plus en plus dans le CV puisque à compétences égales, bien évidemment qu'à un moment on va devoir départager les personnes. Souvent, ce qu'on conseille à des étudiants, c'est quand vous êtes en études, vous allez être X personnes à sortir chaque année diplômée. Engagez-vous bénévolement, comme ça vous avez une plus-value par rapport à d'autres étudiants qui ne se sont pas engagés. Et vous allez surtout aller vers quelque chose qui vous plaît si vous vous engagez bénévolement. Donc le levier de l'engagement bénévole est un levier assez formidable puisqu'on y va parce qu'on en a envie, on en part si on veut en partir, et on fait des rencontres qui aussi peuvent, dans la recherche d'emploi, être très utiles. Je prendrai cet exemple quand j'étais un moment dans un groupe où c'est quelqu'un qui aimait jouer au golf. Très bien, il joue au golf. Et je crois qu'il cherchait un métier en relation avec l'accueil. Il va au golf, mais à aucun moment il s'est dit, parmi les personnes qui jouent au golf, je peux demander à des personnes qui, alors parmi ce groupe-là, hein, de gens qui jouent au golf, étaient employeurs, recruteurs, profession libérale. Effectivement, il a fait la demande, tiens, je suis à la recherche d'un emploi dans l'accueil, est-ce que vous ne connaîtriez pas quelqu'un? Et il s'est avéré qu'une personne du groupe dans lequel il était à la recherche. Donc ça peut être aussi ça, notamment, alors de manière totalement surprenante, puisque voilà, ou aléatoire, de se dire tiens, pourquoi pas, je vais tenter ma demande. De toute façon, quand on cherche quelque chose, si on ne le verbalise pas, l'autre ne peut pas le savoir pour vous. Donc c'est toujours important de dire moi je suis à la recherche de. Si vous entendez quelque chose, c'est bien, sinon tant pis. Être vraiment dans une recherche d'opportunités. Et le monde bénévole, pour moi, permet de monter en compétences et d'être à la recherche d'opportunités, à la recherche du marché caché. Eh bien, ça marche. Merci, Jérémy, pour ces magnifiques réponses. Je ne sais pas si vous avez, s'il y en a d'autres participants qui veulent poser d'autres questions.
En tout cas, on arrive déjà à la fin de cette 10e édition des Conférences du Lumière. Un grand merci à toi encore une fois, Jérémy, pour ton temps, ton énergie et pour ton engagement aussi. Et merci de nous avoir transmis quelque chose vraiment d'utile, d'inspirant par rapport à l'insertion professionnelle des jeunes. Merci aussi à vous tous, toutes et tous, pour votre présence ce soir, vos questions, votre écoute bienveillante. Aussi, il y en a pas mal de personnes qui ont pas pu participer avec nous. Je vais leur envoyer bien évidemment le lien de notre vidéo parce que c'est enregistré. Donc, bien évidemment, si ce genre de conférence vous parle, n'hésitez pas à suivre la page de l'Association des Lumières Françaises sur les réseaux sociaux, soit sa page Facebook ou notre chaîne YouTube. Donc, la conférence va être publiée sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à proposer des idées de sujets et même de nous proposer des intervenants parce qu'on en a besoin et les jeunes, on en a besoin, bien évidemment, pour les prochaines éditions. Donc, il y aura pas mal de conférences. On essaie de faire des conférences chaque mois, chaque semaine, chaque 2 semaines. Dès qu'il y a un sujet, un intervenant qui est prêt à partager avec nous son expérience, voilà, son engagement, on est là à écouter et à partager cela avec tous les jeunes. Donc, voilà, c'est la fin. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle rencontre. En attendant, prenez soin de vous, continuez à nous éclairer, à éclairer le monde autour de vous, et qui est l'objectif de l'Association des Lumières Françaises. Donc, bonne soirée à toutes et à tous, et à très bientôt. Et merci encore une fois, Jérémy. Merci à vous, bonne soirée. Bon, soirée.